à fait exact que les facteurs, que les différents troubles du neurodéveloppement ont des facteurs en commun. Disons qu'il est classique en, en recherche de distinguer des facteurs d'ordre génétique et des facteurs d'ordre environnementaux. Alors, en ce qui concerne les facteurs génétiques, on sait qu'il y a des corrélations génétiques entre les différents troubles du neurodéveloppement, ce qui indique qu'il y a des facteurs qui vont être communs aux différents troubles du neurodéveloppement. Ça, c'est le premier point. Dans une étude à laquelle j'ai participé, on a pu mettre en évidence que, par exemple, le trouble du déficit de l'attention partageait environ un tiers des facteurs génétiques avec les troubles du spectre de l'autisme. Et les estimations sont similaires dans une étude récente qui s'intéressait à la corrélation génétique entre la dyslexie et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. On avait des estimations qui étaient un petit peu de cet ordre-là, même un peu supérieures. En ce qui concerne les facteurs environnementaux, la situation est tout à fait similaire. Les principaux facteurs environnementaux, alors ce qu'on entend par facteurs environnementaux en épidémiologie, c'est principalement les facteurs de risque de la période périnatale, hein, c'est-à-dire d'éventuelles complications de la grossesse, d'éventuelles complications obstétricales et éventuellement certaines expositions in utero à des médicaments. La plupart de ces facteurs sont associés à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Ce qu'on entend par trouble du neurodéveloppement, c'est donc le trouble du développement intellectuel, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles 10 et le TDAH. Et donc, voilà, il est bien établi que l'ensemble de ces facteurs de risque périnataux augmentent le risque de l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, mais certains facteurs de risque ont une influence plus importante sur certains troubles que d'autres, en particulier la prématurité plutôt sur le risque de troubles du développement intellectuel, et par exemple d'autres facteurs qui peuvent être étudiés qui ont des différences d'effets sur les différents troubles du neurodéveloppement. On a par exemple le genre, enfin le sexe, c'est-à-dire qu'on sait que les différences de sexe ratio sont particulièrement marquées pour les troubles du spectre de l'autisme et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, alors qu'on a fréquemment un sexe ratio qui est moins élevé, disons pour les troubles 10 ou pour les troubles du développement intellectuel. On identifie les troubles qui vont affecter le développement du langage oral, dans les troubles du développement du langage, les troubles qui vont affecter l'acquisition des coordinations motrices dans le trouble développement des coordinations motrices, les difficultés de régulation de l'attention et du comportement dans le TDAH, etc. etc. Euh, alors, c'était un point qui était très important pour les concepteurs des classifications, et là je parle ici du DSM, et donc la révolution du DSM-3 dans les années 80 par Robert Spitzer. Et Robert Spitzer était particulièrement attentif à ce qu'il y ait très peu de chevauchement entre les différentes catégories diagnostiques. Il y a un exemple dans les troubles du neurodéveloppement qui est particulièrement saillant, c'est la question des difficultés de régulation émotionnelle dans les troubles du déficit de l'attention. En fait, dès les années 80, on savait très bien que les enfants qui avaient un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité avaient une intolérance à la frustration, une intolérance à l'ennui, une intolérance au délai et des grosses difficultés de régulation émotionnelle dans ces situations-là. Mais Robert Spitzer ne tenait pas à ce qu'il y ait des difficultés de régulation émotionnelle qui figurent dans les troubles du neurodéveloppement, parce qu'il y avait une section spécifique pour les troubles émotionnels, et il souhaitait qu'ils soient exclusivement dans cette dimension-là. Alors, en pratique clinique, bien sûr, quand on reçoit un patient en consultation qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, on observe régulièrement des difficultés dans d'autres domaines que l'attention et l'hyperactivité. Il est par exemple classique d'avoir des enfants qui vont avoir, par exemple, des difficultés sur le plan du graphisme, hein. Euh, donc la question qui se posera pour le clinicien, c'est ce qu'on appelle le raisonnement en termes de diagnostic différentiel ou diagnostic de comorbidité, c'est que est-ce que les difficultés en graphique peuvent être prédites par les difficultés d'attention avec hyperactivité, auquel cas on gardera uniquement le diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est une situation diagnostique différentielle, ou si les difficultés en graphisme vont au-delà de ce qui est attendu par rapport aux difficultés d'attention et d'hyperactivité, on parlera d'une comorbidité, d'association entre trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et
dysgraphie. Et donc, quand on reprend les différents critères du DSM, des troubles du neurodéveloppement, je trouve qu'il y a assez peu de chevauchement entre les différents troubles dans leur description. Alors après, le niveau de description des troubles est très très variable entre les troubles du neurodéveloppement. Et pour ceux qui sont familiers avec ces classifications, on est frappé du contraste qu'il y a par exemple entre le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, où les symptômes sont indiqués d'une manière tout à fait prosaïque, sans aucune technicité. On a l'impression presque directement dérivé d'un questionnaire parental, ne tient pas sur sa chaise, a du mal à écouter, oublie ses affaires. À la différence, les troubles du spectre de l'autisme, c'est pas vraiment des symptômes qui sont décrits, c'est plus des classes de symptômes où il y a un niveau de précision des symptômes qui est très très distant, dirons-nous. Mais bon, après, on peut voir quand même un certain nombre de chevauchements, par exemple, dans les troubles de l'attention entre les troubles du déficit de l'attention et les troubles du spectre de l'autisme. Mais je pense que les classifications ont été bâties dans un souci de bien segmenter ces troubles du neurodéveloppement. Pour poursuivre ce que je disais sur les comorbidités, la pratique clinique, en tout cas plutôt dans les structures dans lesquelles j'ai été amené à exercer, qui sont plutôt des structures de niveau 3, donc actuellement dans un centre de ressources autisme au CHU de Montpellier, et puis précédemment dans un centre référence des troubles du développement du langage et des apprentissages à Robert Debré à Paris. Dans ces deux structures, je voyais beaucoup de patients qui avaient un très haut niveau de comorbidité de troubles du neurodéveloppement, avec peut-être, je ne sais pas, assez difficile de faire une moyenne, mais peut-être 3, dirons-nous. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le, la, la valeur de ces classifications si on est amené très régulièrement à avoir des diagnostics multiples. C'est vrai qu'une réflexion qu'on pourrait amorcer, c'est est-ce que on accorderait beaucoup de crédit à une classification de botaniste si à chaque fois qu'il voit une fleur, il a 3 noms différents pour la nommer qui se chevauchent. Vous voyez ce que je veux dire? D'un point de vue très pratique, sans faire appel à des études scientifiques en particulier, il est tout à fait usuel de rencontrer des familles où il y a un enfant qui a eu des anomalies, qui a une anomalie du neurodéveloppement et que dans la fratrie, il y a des personnes qui n'ont aucune difficulté particulière, hein, laissant à penser que des enfants qui sont élevés dans un environnement similaire sur le plan familial ou similaire sur le plan scolaire, vont pouvoir avoir alors maintenant on parle de trajectoire développementale qui soient, disons, tout à fait différentes. La question de l'environnement en épidémiologie, il est bien important de distinguer ce qu'on entend vraiment par environnement. Les recherches qu'on fait actuellement sur l'effet de l'environnement sur les troubles du neurodéveloppement portent principalement sur les facteurs de risque pendant la période périnatale dont je vous ai parlé et certaines expositions précises dans l'environnement de l'enfant qui peuvent être l'environnement physique, l'environnement chimique, etc. Si votre question porte précisément sur la manière dont les parents vont élever leur enfant, est-ce que ça peut modifier la manière dont le trouble va se manifester? Il faut d'abord dire que ces éléments de relations affectives ont été très probablement surestimés dans leur attribution causale dans les troubles du neurodéveloppement pendant la période de la pédopsychiatrie, c'est-à-dire de la fin des années 60 jusqu'aux années 90. À l'heure actuelle, on considère que si elles ont un rôle, c'est un rôle faible dans les troubles du neurodéveloppement. Ceci étant dit, quand on a un enfant qui a des troubles du neurodéveloppement, les familles vont pouvoir jouer un rôle majeur dans l'accompagnement de leur enfant et favoriser au maximum des trajectoires vers une meilleure récupération des fonctions cognitives qui peuvent être fragilisées et une meilleure adaptation dans, dans le devenir de l'enfant. Donc, ça peut être une situation qui peut être vue parfois comme étant paradoxale par certaines familles, c'est-à-dire qu'on leur dit d'une part que le trouble de leur enfant n'est pas lié à la manière dont ils l'ont éduqué, mais que d'autre part, la manière dont ils vont pouvoir accompagner leur enfant va avoir un rôle déterminant dans son évolution et son développement.
puisque de très nombreuses interventions sont actuellement médiées par les parents. Si on reprend l'exemple du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, eh ben, le groupe Barclay a un rôle essentiel. Dans les troubles du spectre de l'autisme, les interventions de psychoéducation ont aussi un rôle majeur. Alors parce que les parents vont avoir des manières d'interagir avec leur enfant, en améliorant les synchronisations quand il est tout petit, en ayant une communication beaucoup plus explicite quand il grandit, mais aussi en tant que médiateur dans les différents environnements de l'enfant pour informer l'environnement scolaire sur les particularités sensorielles, les difficultés d'organisation, les difficultés de communication et la manière dont on peut adapter l'environnement pour que l'enfant se sente bien. Donc vous voyez que cette question, elle est vraiment, elle peut se regarder sous différents angles. Et à l'heure actuelle, ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est le rôle essentiel que les parents peuvent avoir pour les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, pour les aider dans leur développement. En moyenne, on sait que les troubles des acquisitions, donc du langage oral, des coordinations motrices, sont environ en moyenne posés aux alentours de l'âge de 5 ans en France. Un tout petit peu avant pour les troubles du spectre de l'autisme, et que les troubles des apprentissages et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité sont en moyenne posés à l'âge de 8 ans en France. Alors il y a des diagnostics qui sont beaucoup plus tardifs, et il est tout à fait possible que certains troubles ne puissent être diagnostiqués que plus tard. Si on pense par exemple au trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, on voit certains enfants qui vont avoir euh, les difficultés d'attention et les difficultés de régulation du comportement qui vont être plus particulièrement présentes dans des contextes très structurés, à l'entrée au collège ou même parfois à l'entrée dans la vie professionnelle. Donc, il peut y avoir des diagnostics qui sont tardifs dans ces situations-là. Et certains diagnostics, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir diagnostiquer le plus tôt possible certains diagnostics comme le trouble du développement intellectuel, mais parfois les difficultés de raisonnement, les difficultés d'abstraction sont particulièrement évidentes à mesure que les exigences d'apprentissage augmentent. Donc, il y a énormément de progrès qui ont été réalisés en France sur le diagnostic précoce et la prise en charge précoce, en particulier avec la création des plateformes de coordination et d'orientation, hein, sous l'énergie de la délégation interministérielle à l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est des dispositifs qui vont être étendus et qui le sont dans certaines régions étendues aux 7-12 ans et qui ont facilité l'accès au diagnostic et aux soins pour les enfants. Globalement, pour l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, on considère qu'une identification précoce et une prise en charge adaptée précoce est associée à la meilleure trajectoire pour l'enfant. Donc cet enjeu de la précocité est tout à fait pertinent. Tout d'abord, quelque chose qui a une place maintenant centrale dans les soins en médecine et en particulier dans les troubles du neurodéveloppement, c'est une pratique fondée sur les preuves. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, pour une pathologie donnée qui va être diagnostiquée, on va rechercher des soins qui ont un niveau de preuve scientifique qui est le meilleur, et la taille d'effet, c'est-à-dire une magnitude d'efficacité qui va être la plus élevée. Ça, c'est au niveau collectif, me semble-t-il, ce qui est le plus pertinent, à la fois sur le plan épistémique et à la fois sur le plan éthique pour les professionnels de santé. La démarche est tout à fait similaire au niveau individuel, puisque parfois des interventions qui ont une efficacité qui est bien établie au niveau de groupes de patients ne vont pas marcher pour certains patients. Et c'est pour ça que le même type de démarche doit s'appliquer au niveau individuel, c'est-à-dire se donner les moyens d'évaluer si l'intervention qu'on va proposer à un patient donné est efficace pour lui, en essayant de se fixer des objectifs qui vont être mesurables, et qu'on va se donner la peine de mesurer, de comparer entre la ligne de base et l'évolution de l'enfant. Ça me semble vraiment deux éléments très très généraux qui ont acquis une place importante dans la prise en charge des troubles du neurodéveloppement. On voit dans la plupart des troubles se développer bien évidemment les interventions auprès des parents, hein, qui vont être
pas simplement dans une démarche d'information sur les troubles de leur enfant pour une meilleure compréhension, mais pour leur donner un rôle de plus en plus actif, à la fois dans l'accompagnement de l'enfant, mais aussi, dans certains cas, dans des démarches de soins. Un autre élément qui se développe de plus en plus, c'est les, euh, les outils numériques, hein, parce qu'ils présentent un certain nombre de facilités d'accès, et puis ils ont aussi un caractère pratique qui est de plus en plus apprécié par les familles. Et au niveau des soins en tant que tels, on peut, alors là c'est peut-être à gros traits, mais on peut voir quand même le développement des, de thérapies explicites dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Si on revient un petit peu sur l'histoire de la psychomotricité, à- disons jusqu'à la fin du XXe siècle, les enfants en séance de rééducation pour un trouble des coordinations motrices avaient beaucoup de réalisations motrices en séance avec des corrections du geste. Les techniques modernes, comme par exemple l'approche coop, sont des stratégies qui vont être beaucoup plus médiées verbalement, beaucoup plus soutenues verbalement. Si on regarde des approches de remédiation cognitive qui sont proposées dans le TDAH, là encore, on est beaucoup plus sur des techniques explicites, hein, qui vont venir soutenir les fonctions exécutives de l'enfant. Et c'est tout à fait le même type d'évolution qui a eu lieu dans les troubles du spectre autistique, avec le développement des habiletés sociales, des groupes d'habiletés sociales, de, de prise en compte des manières de faire des apprentissages qui peuvent être propres à certains enfants avec des troubles du neurodéveloppement, où l'apprentissage implicite est difficile et des approches explicites seraient plus efficaces. Alors c'est un principe général et dans le détail, il y a probablement des zones où ça ne s'applique pas, mais c'est une des tendances que je vois dans les approches, en tout cas rééducatives. Et puis, dans cette grande dynamique de l'inclusion qu'on porte tous et qui est portée fortement au plan politique, on a vu une amélioration de l'inclusion dans l'environnement scolaire, hein. Il y a eu une transformation de l'école avec le développement des classes ULIS, l'entrée des AESH en classe. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'enfants avec des troubles de développement qui sont inclus en classe, où on adapte l'environnement pour qu'ils puissent avoir un succès sur le plan pédagogique. Alors bon, c'est un petit peu une liste à la Prévert, ce que je viens de dire, mais c'est vraiment 4 points qui me paraissent essentiels dans l'évolution récente qu'il y a eu dans la prise en charge des troubles du neurodéveloppement en France.